think I am the son of Poseidon. Percy Jackson, j'en ai parlé et croyez-moi, je vais le refaire parce que cet univers a des possibilités simplement infinies. Les aventures du fils du dieu de la mer Poséidon dans l'ère contemporaine. Qui soyons assez heureux du fait qu'il est un petit peu moins diabolique que dans sa version mythologique. Le mélange de magie et de science-fiction, le tout évoluant dans un univers où tous les panthéons semblent exister. Nombreux sont ceux à critiquer les films du début des années 2010 qui sont... Entre autres pour leur manque de consistance et leur travail d'adaptation aussi réussi que la saga Transformers de Michael Bay. Alors il est normal d'être sceptique quand on voit que la prochaine adaptation en date sera produite par la compagnie Disney. Cependant, j'ai déjà réalisé une vidéo sur ce que l'on veut voir et surtout ce que l'on ne veut pas voir dans cette nouvelle adaptation. Vidéo sur laquelle j'avais beaucoup travaillé mais ayant plus ou moins marché. Je vous recommande donc d'aller la visionner et si mon travail vous plaît, souvenez-vous de vous abonner et d'activer la cloche au passage. Mais un détail m'avait à l'époque échappé, un détail important quant à la production de la série Percy Jackson. Restez donc bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui, on théorise sur l'avenir de Disney eux-mêmes. Salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Je suis votre hôte Alicia Batin et aujourd'hui, je vais vous expliquer le pourquoi du comment Percy Jackson est le produit qui va sauver Disney de la noyade. Pourquoi Disney a besoin d'un sauveur? Il y a un courant anti-Disney depuis 5 ou 6 ans et on peut blâmer beaucoup de choses pour ça. Premièrement, si dans les années 90, Disney avait déjà cette réputation d'être une grosse compagnie mercantile qui s'en fout éperdument de l'art qu'ils produisent, c'est aujourd'hui que c'est vraiment devenu un juggernaut inarrêtable dans le milieu. Surtout depuis leur rachat de Fox en 2017 en fait. Selon une statistique de la CNBC, Disney aujourd'hui posséderait à peu près 38% du marché hollywoodien et produirait 33% des films qui sortent des gros studios. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ces chiffres veulent dire, mais des centaines de studios qui existent, des environ 450 films à sortir des studios hollywoodiens en 2022, si vous en avez regardé ne serait-ce qu'un seul, il y a une chance sur 3 que ce soit produit par Disney. Pourquoi? Parce que Disney veut le monopole total du marché du divertissement si ce n'est pas la domination mondiale. Longue vie à la souris, 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 longue vie à la souris. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la question de la qualité versus la quantité. Si Disney est réellement détesté depuis quelques années, c'est principalement à cause de ce qu'ils ont fait à la postlogie Star Wars et pour avoir essentiellement tué le cinéma d'action avec les films copiés-collés du Marvel Cinematic Universe. Et c'est ici que je rappelle que j'ai un avis personnel sur le sujet qui n'est pas représenté dans cette vidéo et que je ne fais que théoriser en me rangeant dans la majorité de ce que j'ai pu lire sur Internet. Bref, en gros, oui, ça veut dire que mon avis est très impopulaire, que je le sais, et que c'est pas le moment de le partager. Donc ce que je viens de dire ne reflète pas ma façon de penser par rapport aux productions Disney, et si vous en avez une intéressante à partager, soyez sûr de le mentionner en commentaire. Mais tout ça, ça reste des opinions publiques qui peuvent se rendre aux oreilles des exécutifs chez Disney et donc influencer certaines décisions créatives. Et à partir de ces faits, on peut faire quelques observations, surtout par rapport à leur machine à sous préférée depuis les 15 dernières années, le Marvel Cinematic Universe. Un besoin de changement. Le déclin du MCU, c'est une vidéo que j'aimerais beaucoup faire éventuellement, donc dites-moi si ça vous plairait. Mais peu importe votre opinion, si je vous demande d'être objectif, je pense que vous me direz que oui, le Marvel Cinematic Universe est essoufflé. Après Avengers Endgame, ça peut être considéré comme très difficile de continuer, pour la simple et bonne raison que les enjeux mis par le personnage de Thanos étaient tellement hauts que retomber sur ses pattes, c'est presque impossible. Du côté des productions Marvel actuelles, la phase 4 vient de se terminer avec un film Ant-Man. Ant-Man qui est un personnage totalement ridiculisé pour son manque de charisme et joué par Paul Rudd, un acteur qui ressemble à vous et moi. Et quand on voit ce que ça donne, on sait que ça ira juste jamais en s'améliorant. Si les comics Marvel peuvent continuer comme ils le font, c'est parce que ce sont des dessins sur papier qui ne vieillissent pas et ne passent pas à autre chose, versus leurs homologues en film, joués par des acteurs qui peuvent prendre de l'âge, changer de registre ou qui veulent se concentrer sur d'autres aspects de leur carrière. On a par exemple Michael Douglas qui a déclaré en avoir mais ras la casquette de Marvel et que s'il revient, c'est simplement pour avoir la certitude que son personnage va mourir. Ou encore Bautista, interprète de Drax, qui a confirmé vouloir passer à autre chose. Le problème ici, c'est que Marvel, c'est super profitable pour les studios, du simple fait que c'est un univers partagé. Il y a une raison pourquoi tous les studios essayent d'imiter cette formule et de créer leur multivers à eux, c'est parce que ça marche. Et comment ça marche? À cause de ce qu'on appelle la publicité gagnée. Vous voyez, il existe 3 types de publicité. La première forme, c'est ce qu'on appelle l'autopromotion. C'est faire de la promotion pour votre produit vous-même via des réseaux sociaux, via le bouche à oreille ou en asseyant votre fessier sur une chaise et mendiant pour des abonnés et des likes.
Ah, merci de cette transition parce que maintenant on a la publicité payante, c'est-à-dire faite au niveau professionnel. Par une agence de publicité, les studios ou les vendeurs du produit peuvent faire des affiches, des bandes-annonces, des publicités qui passeront à la télévision, etc. Et troisièmement, la dernière forme et probablement la plus efficace, c'est la publicité gagnée. C'est la publicité qui se fait toute seule. Par exemple, le mercredi, un épisode de Mandalorian sort et le suivant ne sortira que 7 jours après. C'est une semaine où les fans de la série pourront échanger des théories, des avis, faisant trender le produit sur les réseaux sociaux sans que le studio n'ait à dépenser le moindre sou. La preuve que ça marche, vous regardez littéralement une vidéo sur le sujet. Et avec un univers partagé, c'est pratique parce que tant qu'un film arrête de trender, un autre produit de cet univers vient prendre sa place et remet Marvel, Star Wars et par extension Disney sur les devants de la scène. Le seul problème, comme je l'ai dit, c'est que autant les interprètes des acteurs que le public, on sent qu'ils commencent à passer à autre chose de l'univers Marvel. Il serait donc normal pour Disney de chercher un remplaçant. Et ce remplaçant, je crois que ça pourrait être Percy Jackson. Voyons ça de plus près. Percy Jackson peut-il fonctionner? On a toujours dit qu'adapter un roman à l'écran, c'est un pari très risqué, mais pensez un peu à ce que ça implique. La team, le livre est toujours meilleur, elle existe pour une raison, c'est parce que personne ne va adapter un livre qui s'est lamentablement ramassé. Le but de faire cette adaptation en film ou en série, c'est bien que les gens la regardent. Et donc on veut prendre un produit littéraire qui a fonctionné chez une grande portion de lecteurs pour espérer que le succès sera émulé à l'écran. Il y a plusieurs paramètres qui font qu'un roman est capable de ramasser une audience. Et parmi ces paramètres, on a le contexte de l'histoire des personnages, etc. Plein de choses qui peuvent être émulées à l'écran et donc qu'il y a une chance que l'adaptation réussisse à faire. J'ai dit qu'il y a une chance que l'adaptation réussisse à faire. Chez les adaptations qui ont eu du succès, Harry Potter est littéralement la saga littéraire la plus vendue de tous les temps. Hunger Games est apparu dans le New York Times dans la liste des best-sellers pour 260 semaines consécutives. Ça fait plus de 5 ans d'affilée. Liste sur laquelle est aussi apparue la série de L'Épreuve, qui fut elle aussi adaptée au cinéma. Et en janvier 2022, l'univers de Percy Jackson a atteint les 180 millions de copies vendues, le classant parmi les univers littéraires les plus vendus de tous les temps. Salut tout le monde, j'étais en train de monter et je me suis posé la question, est-ce que 180 millions de vues pour une série en streaming c'est beaucoup? Et voici ce que j'ai trouvé. En février 2023, la série You est devenue la série la plus streamée de Netflix du mois, avec 33,8 millions de téléspectateurs. Alors si on assume que seulement la moitié des 180 millions de copies vendues de Percy Jackson ont ramassé des fans, ça fait toujours 90 millions de téléspectateurs pour cette série, soit 3 fois plus que la série la plus vue en février 2023. Donc, voyant ces chiffres, je pense qu'il est correct de dire que d'adapter Percy Jackson pour Disney, c'est un pari qui semble assez sécuritaire. En termes d'histoire, si on regarde ce qui plaît principalement dans les produits Disney comme Marvel, on commence à voir un pattern. Les personnages qui plaisent, ce sont des héros sarcastiques qui vont se foutre ouvertement de la gueule de leur ennemi et c'est ce qui les rend charismatiques. Pour l'écriture de cette vidéo, j'ai consulté 4 ou 5 listes des héros Marvel les plus appréciés à l'écran. Et dans toutes les listes que j'ai consultées, Iron Man et Doctor Strange sont présents, ainsi que plusieurs apparitions de personnages comme Loki ou Hawkeye. Pourquoi? Parce qu'ils sont charismatiques, mais aussi parce qu'ils sont sarcastiques, ce qui les rend drôles. Et l'humour, tout le monde aime ça. À un certain niveau. Percy Jackson, en tant que tel, c'est un personnage qui est connu pour son humour et son arrogance qui le rendent attachant. Rick Riordan, lui-même l'auteur de la saga, dit que c'est son atout principal et que Walter Scobell parvient à l'amener à l'écran parfaitement. Et c'est normal quand on voit que le jeune acteur a joué sur The Adam Project avec Ryan Reynolds et qu'il le traitait littéralement comme son fils. Mais Walter Scobell, un atout qu'il a, c'est qu'il n'a que 14 ans. Il est encore au début de sa carrière et de son adolescence. Versus les personnages de Marvel, Star Wars et d'autres licences qui commencent à prendre de l'âge et vont éventuellement passer à autre chose. On a donc une figure et une histoire reconnaissables, jouée par quelqu'un qui pourra prendre ce rôle pendant encore plusieurs années, qui a su trouver son public au format littéraire. Mais ça, c'est oublier le point le plus important de la stratégie marketing chez Disney. Le Percy Jackson Cinematic Universe. On disait tout à l'heure que l'univers partagé, c'est bon pour les affaires. Et chez Percy Jackson, le travail, il est déjà fait. Voici comment est bâtie la saga Percy Jackson. On a en premier les 5 livres Percy Jackson, assumant que la série va raconter l'histoire d'un livre par saison, ce qu'elle est en train de faire. On a déjà 5 ans de télévision prévus. Ensuite, si ça marche bien, on a la suite des 5 livres Héros de l'Olympe qui racontent l'histoire de nouveaux demi-dieux, mais aussi et surtout qui mettent en avant les personnages secondaires de la première saga.
Et soyons honnêtes, faire des spin-offs Disney, ils adorent ça. Mais surtout, ce qui est capable de faire Héros de l'Olympe, c'est que ça introduit la mythologie romaine à cet univers, pour ensuite se continuer vers les 3 livres de Kane Chronicles qui parlent de mythologie égyptienne. Et dans ce monde, ça ouvre le principe que toutes les mythologies et panthéons existent. On en a éventuellement la preuve parce que ça se poursuit avec les livres Magnus Chase et les dieux d'Asgard, se déroulant, vous l'aurez deviné, dans la mythologie nordique, pour ensuite réembrasser le monde grec avec les épreuves d'Apollon. Et en termes de durée de vie, on a aussi The Sun and Stars, spin-off sur le personnage de Nico D'Angelo, meilleur personnage de la saga, et même un 6e livre Percy Jackson prévu pour la fin de l'année. Prouvant que cet univers et cette saga continuent de plaire aujourd'hui, mais surtout qu'elle continue de s'agrandir et de s'évoluer. Donc que si on finit par épuiser tout le matériel, il est toujours possible d'en créer plus. Le tout pour un total de 23 livres à possiblement adapter à l'écran. Et comme on parle de Disney, vous savez très bien qu'ils vont sûrement prendre l'initiative de faire des spin-offs qui ne sont même pas à l'origine des livres. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je vous réserve ça pour une autre vidéo. Mais entre-temps, voici ce qu'il en est réellement. Même si le produit final est mauvais, même si la série Percy Jackson est objectivement dégueulasse, l'important, c'est que ça rapporte. On vit dans une ère où une série horrible et totalement détestée comme Velma a eu droit à une saison 2 parce que les gens l'ont tellement détestée qu'ils l'ont regardée par haine et qu'ils ont tellement partagé d'avis dessus que ça l'a fait trender sur les réseaux sociaux. Prenez la chose comme suit. Si 10 millions de personnes sont d'accord pour dire que le dernier film Avengers est dégueulasse, ça fait quand même 10 millions de personnes qui ont vu le dernier film Avengers. Et pour Percy Jackson, ça risque d'être pareil. C'est pas la qualité qui va compter, mais ce que les gens font avec ce produit. L'important, c'est de se rendre compte que Marvel est plus proche de la fin que du début, que la formule doit évoluer et que si Disney cherche à passer le flambeau, ils ont un produit qui leur permettrait de remplir toutes les conditions. Sur ce, mes amis, je vous laisse regarder notre dernière vidéo en cliquant ici ou parler plus de Percy Jackson en cliquant juste là. Donnez-moi vos avis a priori sur cette prochaine série en commentaire et tant qu'à être là, pourquoi ne pas laisser un like, vous abonner, activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.